Bonjour, c'est le grand retour des mots et débats et je suis très ravie de vous retrouver sur Télé Sud pour ce début de saison. Nous allons recevoir une écrivaine d'origine guadeloupéenne. Elle a quitté la région parisienne pour s'installer à nouveau à Marie-Galante. Elle est l'auteure de nombreux romans. Alors la liste est loin d'être exhaustive, mais je vous donne quelques titres. Par exemple, Cher Piment. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle a même reçu le prix des hémisphères, Morne Capresse, Les Voyages de Mary Cizal et aussi des romans jeunesse. Par exemple, Caraïbes-sur-Seine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous recevons Gisèle Pineau. Bonjour Gisèle Pineau. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Très très bien. Oui, je suis heureuse de venir présenter mon nouveau roman ici sur Télé Sud. Merci beaucoup parce que c'est un véritable honneur de vous avoir. Je sais que vous ne restez pas trop longtemps en France, enfin à Paris. Votre nouveau roman vient de paraître, Le Parfum des Sirènes, aux éditions Mercure de France. Eh bien, commençons ce premier chapitre au fil des pages. Gisèle Pineau, nous sommes en Guadeloupe. Votre histoire se passe même sur un lieu, Morne-Dorius. Il y a des familles qui se côtoient, qui s'aiment, qui se détestent. Dès les premières pages du livre, vous installez les lecteurs. Nous assistons à la mort de Sirena Perol. Alors, qui est cette Sirena? Sirena Perol est peut-être une sirène qui est arrivée sur cette terre. Sirena est une jeune femme de 27 ans que l'on va retrouver dès les premières pages, morte dans sa cuisine. C'est un 14 juillet et la vieille cousine Ida, qui est sa voisine, a été alertée par les cris de son enfant, le petit Gabriel, qui était là et qui a passé peut-être des heures là, tout près de sa mère, dans le sang, le pipi et le caca, parce que c'est un bébé et il a faim, il a soif, il pleure. Et Ida, la vieille cousine qu'on dit insignifiante parce qu'elle n'a pas eu d'homme dans sa vie, elle craint même les hommes. Ida va la retrouver et puis tout va démarrer. C'est le 14 juillet, la police va venir, les pompiers, le médecin, pour constater tout simplement que Sirena n'est plus. Et on ne sait pas dans quelles circonstances elle est morte. Et ça va être une enquête aussi, menée pendant près de 30 ans par la vieille cousine, qui arrivera à la fin peut-être à comprendre ce qui s'est passé dans cette cuisine le 14 juillet 1980. Alors, nous traversons justement différentes époques. 1980, la mort de Sirena, et puis remontons un peu plus tôt, dans les années 40, c'est la famille Madame Léon Dorius, et puis 1913, c'est Léon Bénin. Alors, je voulais savoir, pourquoi ce prénom Léon qui revient très souvent? Alors Léon, parce que c'est une lionne. Elle a hérité de son prénom, c'est le prénom de sa tante. Et cette Léon Bénin, puisqu'elle va se marier, cette Léon Bénin va tenir ce Morne-Dorius qu'elle a reçu en héritage avec sa sœur Jeanne. Elle va le tenir un petit peu comme ça, comme une grande savane africaine. Elle va essayer de maintenir intact cet héritage, puisque c'est un jardin d'Éden planté il y a, dans les années 10, par le grand-oncle Stanislas Dorius, qui a péri au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ce livre, c'est l'occasion pour moi de faire le portrait de la Guadeloupe sur une centaine d'années. Et voilà, ce Morne, à un moment donné, va être occupé par des squatteurs. On va couper des arbres, on va détruire ce jardin et le transformer en enfer. Alors, en parlant de jardin, il y a ces parfums. Chaque chapitre est dédié, en fin de compte, à une fleur, une plante. Alors, j'ai remarqué l'héliotrope, il y a le patchouli, frangipanier. Que révèlent pour vous, qu'évoquent justement ces parfums pour les dédier à ces chapitres dans votre livre? Quand j'ai écrit Le Parfum des Sirènes, je voulais être enivrée. Et effectivement, j'ai été enivrée par tous ces parfums et j'ai voulu que les lecteurs soient également enivrés. J'ai voulu montrer que voilà, ces parfums sont là, partout autour de nous. Et puis Sirena se coiffait de couronnes de fleurs. Sirena aimait les fleurs, les plantes. C'était une femme qui a traversé cette commune de Saint-Robert et qui est restée dans les mémoires parce qu'elle envoûtait les hommes. Et les femmes la jalousaient. Sirena, toute jeune, chantait comme les sirènes.
Sirena dansait mieux que personne. Sirena était belle, elle avait une grande chevelure d'indienne. Et puis, elle avait sa sœur, Léone, sa sœur aînée, qui, elle, n'était pas aussi belle et qui la regardait. Mais Sirena était pleine d'amour pour le monde. Sirena incarnait la joie de vivre et puis surtout la liberté. Oui. La liberté de courir, de marcher, de plonger dans les rivières nues. Elle parlait aux hommes sans arrière-pensée. Ce n'était pas une séductrice. C'était une femme qui se voulait libre et qui a été fustigée par cette communauté. Alors, c'est vrai que souvent dans les îles, par exemple que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, il y a cette promiscuité. On sent qu'il y a ces regards des personnes. Il y a et puis c'est comme un poids, une pression. Il y a le qu'en dira-t-on qui pèse énormément. Et ça, on le ressent très bien dans votre livre. Oui, c'est une petite communauté, les gens s'épient et les femmes ont peur que Sirena leur vole leur mari. Alors les maris sont de grands garçons un peu benets qui sont là, qui viennent écouter Sirena, qui se laissent captiver par son chant. Et puis elle raconte des histoires, Sirena raconte des histoires. Elle veut être une chanteuse, elle veut être une Lady Day, puisqu'elle a mis des fleurs dans ses cheveux. Et elle va d'ailleurs partir vers 16 ans. Elle va quitter cette commune et rejoindre Pointe-à-Pitre, chanter dans les cabarets, dans les hôtels. Elle veut faire une carrière de chanteuse. Elle veut rêver sa vie et réaliser aussi ses rêves. Elle veut laisser une trace de son passage sur Terre. Elle veut trouver sa place. On a le sentiment que ce roman, c'est comme s'il était uniquement dédié aux femmes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un univers féminin. Et je crois que c'est vraiment votre domaine. Alors j'ai déployé de grands efforts pour donner une place aux hommes. Oui. Alors d'abord il y a Mathurin, Oui. qui est le mari de Léone. Oui. Le mari de Léone, c'est-à-dire le beau-frère de Sirena, et qui lui-même est envoûté par sa belle-sœur. Et puis il y a son fils, Gabriel, qu'elle va laisser, qu'on va voir petit garçon d'abord, et puis ensuite, 30 ans plus tard, on va le voir un jeune homme un peu déboussolé, qui garde le souvenir de sa mère, qui est un petit peu à part dans la famille, même s'il reçoit beaucoup d'amour de la part de sa tante, Léone. C'est un garçon un peu fantasque, et puis tout le monde craint dans la communauté qu'il soit le frère de toutes les filles, parce qu'on ne connaît pas son père. Oui. Alors, ce garçon est là, il a du mal à se réaliser. Les enfants de Léone trouvent que leur mère donne trop d'amour à ce garçon. Et c'est aussi l'histoire d'une famille avec ce que chacun va ressentir. Chacun va mesurer l'amour qui lui est donné. Les enfants vont partir, puisqu'on va le voir. C'est aussi, ça me tenait beaucoup à cœur dans ce roman, de montrer les familles éclatées, séparées, divisées, et puis la diaspora guadeloupéenne, ceux qui partent au Canada, ceux qui partent en France, ceux qui quittent le foyer. On va retrouver, au fil des pages, nous allons retrouver une sœur, la sœur aînée, Renata, oui. qui ne supporte plus d'être la seule restée au pays. Elle se sent piégée. Elle a l'impression que ses frères et sœurs ont déserté le bateau. Et puis, elle a la charge de ses parents qui sont vieillissants et qui ne se parlent plus. On ne sait pas pourquoi, mais oui. Vous le saurez en lisant Les parfums des sirènes. Il y a aussi, comme vous parliez qui est le père de Gaby, est-ce que c'était remettre en cause justement ce cliché qu'ont les hommes antillais, que ce soit Martinique ou Guadeloupe, qui justement ne sont pas enfin, peut-être aujourd'hui ils sont plus responsables, mais ils n'étaient pas assez responsables pour s'occuper de leur marmaille. Ce n'est pas un cliché pour moi, c'est une réalité. Moi, je suis issue d'une famille... Voilà, nous sommes six frères et sœurs, mais je découvre quand j'ai 15 ans que j'ai un frère. Mon père a eu en Indochine, et puis un deuxième. Et puis, mon père était militaire de carrière, il a beaucoup voyagé, il a participé à la Seconde Guerre mondiale.
Il a ensuite été affecté en Indochine, puisqu'il a fait carrière dans l'armée française, et puis à Tahiti. Et quand j'ai eu 50 ans, je découvre que j'ai 2 sœurs tahitiennes, guadeloupéennes. Donc, et puis j'ai un petit frère martiniquais que mon père a eu, il était déjà assez âgé. Les enfants sont là, ce ne sont pas les enfants de ma mère. D'autres femmes ont connu mon père et l'ont aimé, il les a sans doute aimés. Les familles sont grandes. Les familles, il y a des mystères. Il y a eu dans ma famille, beaucoup de secrets de famille qui ont été révélés très tard. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez la transmission des prénoms. Léone, la tante de Gabriel, va hériter du prénom de sa grande-tante. Et c'est d'ailleurs une injonction, puisque pour avoir l'héritage, il faut donner à la première fille le prénom de Léone. Et puis Sirena, son prénom va être donné à une autre petite nièce, une fille de Léone. Ouais. C'est l'histoire de famille. Moi-même, j'ai voulu parler de cette question de la transmission des prénoms, le poids que l'on porte quand on hérite d'un prénom. Moi-même, j'ai hérité du prénom de ma tante, Gisèle, et pendant très longtemps, elle était morte comme Sirena, à 27 ans, dans des conditions assez mystérieuses. On dit que c'était un chagrin d'amour. Sirena, ma tante Gisèle, a laissé 3 enfants et c'est ma grand-mère et puis ma mère qui ont élevé ces enfants. Elle a disparu à l'âge de 27 ans. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu l'impression de porter un prénom qui était chargé de douleur, de tristesse, puisque quand on évoquait cette Gisèle, eh bien, les gens pleuraient, se souvenaient, et puis lui en voulaient aussi. Pourquoi tu es partie? Pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi tu as quitté cette terre? Et j'ai voulu explorer un petit peu cela dans ce roman. Donc c'est vraiment une saga familiale, une question aussi matriarcale. Vous laissez un peu de place, bien sûr, aux hommes, mais est-ce que dans ce roman, c'était une façon encore eh bien, de pointer du doigt cette lente évolution de la hiérarchie parentale? Pas vraiment. Mon projet était de faire le portrait d'une famille sur un siècle. Ceux qui étaient contemporains des années 1900, c'était 1910, 1915, puisque l'oncle Stanislas va périr aux Dardanelles. Mon grand-père a participé à la Première Guerre mondiale aussi. Il avait été incorporé de force, comme de nombreux jeunes Guadeloupéens. Et dans toutes les communes de Guadeloupe, on voit ce monument mort, ce soldat inconnu, avec tous les noms des jeunes qui sont partis, qui sont morts là-bas dans les tranchées. Je voulais parler aussi de la Seconde Guerre mondiale. Je voulais parler du cyclone de 1928, qui a d'ailleurs ravagé une partie du Morne d'Orius, qui est évoqué dans Le Parfum des sirènes. Parler de ma terre, de cette terre que j'aime. Parler de la Guadeloupe, des Guadeloupéens, dans leur diversité, dans leur douleur, dans leur joie, dans ce qu'ils ont de touchant, d'attachant. Ce n'est pas un roman qui caricatural, en tout cas, qui montre une Guadeloupe avec les hommes qui partent, qui aiment les femmes. Non, c'est un roman, je crois, plein d'amour et de parfum. Oui. Et vous diriez tolérance aussi, parce que parfois certaines familles ne tolèrent pas certains comportements, certaines façons de vivre, comme la liberté de Sirena. On a l'impression qu'il faut rester dans une voie, ne pas dépasser les bandes. Donc en fin de compte, c'est une sorte de roman pour dire soyons différents et soyons tolérants. Alors, tolérant, je n'emploie pas ce mot parce que ça veut dire que bon, on va décider que celui-là, on va l'accepter ou pas. C'est un mot qui parle aussi du racisme, hein. La tolérance. On va tolérer quelqu'un parce qu'il est noir, on va l'accepter plus ou moins. Non, c'est un roman sur l'humanité, sur nos complexités d'humains. Nos douleurs, nos fragilités. J'aime explorer l'âme humaine et puis la psychologie est très importante. J'ai été pendant très longtemps infirmière en psychiatrie et c'est important pour moi de montrer
les personnes sous différents angles. Les personnes ou les personnages, je ne veux pas dire celui-là est bien, celui-là est méchant. Chacun porte en soi une part d'ombre et c'est ce qui me fascine en fait. Merci beaucoup Gisèle Pineau de nous avoir présenté une partie de votre roman parce que c'est vrai qu'il y a un petit suspense, je laisse aux téléspectateurs de découvrir. Il y a une enquête, donc il faut découvrir. Qui est menée par la cousine Ida, mais pour moi c'était la Miss Marple de ce roman. Je suis une grande lectrice de romans policiers et j'ai bâti ce livre avec ce suspense, avec ces fausses pistes. Je conduis mes lecteurs sur des fausses pistes, je fais de la rétention d'informations. Je me suis beaucoup amusée en écrivant Le Parfum des Sirènes. Merci beaucoup Gisèle Pineau. Nous allons passer à la deuxième partie, carte sur table. Alors pour carte sur table, Gisèle Pineau, vous l'avez dit, vous avez été infirmière en psychiatrie, vous étiez en région parisienne et puis vous êtes retournée donc en Guadeloupe, à Marie-Galante. Alors le fait d'avoir quitté justement ce domaine de la psychiatrie, est-ce que ça fait du bien? Parce que c'est quelque chose où c'est quand même la douleur qu'on voit tous les jours, on côtoie des souffrances. Tout à fait. Quand j'avais 20 ans, je voulais être professeur de lettres, professeur de français, parce que bien sûr la littérature me passionne, lire, écrire. Vous avez fait des études de lettres? J'ai fait des études de lettres à Nanterre. Oui. Et puis j'ai dû abandonner ces études parce qu'il y avait le latin. Et je n'avais pas envie de faire d'efforts. Je n'avais pas envie de me coltiner le latin. Et j'ai dû abandonner ces études. Un jour, j'ai un ami qui me dit qu'il va passer un oral pour intégrer une école d'infirmier en psychiatrie. Je ne connaissais pas du tout ce monde, ce milieu de la psychiatrie. Et je ne savais pas quoi faire de ma vie, puisque je n'ai pu aller que jusqu'à la licence de lettres. Et je l'ai suivi. J'ai réussi à l'oral. J'ai été admise et j'ai découvert ce milieu. J'ai découvert la douleur des humains qui ont des blessures qui ne sont pas visibles. C'est le monde de la santé mentale. J'ai découvert des personnes qui étaient traversées par des visions, qui entendaient des voix, qui se repliaient sur elles-mêmes. J'ai découvert ce monde et je crois que j'ai développé dans ce milieu, dans les murs de l'hôpital psychiatrique, de la compassion, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie pour les personnes. Et je me disais, quand j'étais infirmière, je me disais, moi aussi, j'aurais pu être là, parmi eux, avec mes propres douleurs. Et l'écriture m'a servi de thérapie. Je n'ai pas basculé de l'autre côté. J'ai été celle qui était revêtue d'une blouse blanche et qui portait des clés, puisque la liberté des personnes internées est limitée. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Folie aller simple », qui a reçu d'ailleurs le prix Carbet des lycéens en 2010, pour rendre hommage à cette profession, à ce métier, pour parler de mon parcours d'infirmière en psychiatrie. J'ai cessé de travailler il y a quelques années maintenant, puisque je suis à la retraite de mon métier. J'ai travaillé à Saint-Claude, en Guadeloupe, pendant une vingtaine d'années. Et puis, j'ai terminé ma carrière à Marie-Galante dans un CMP, centre médico-psychologique, où avec mes collègues, nous recevions des personnes qui prenaient des traitements, qui étaient vues par des médecins psychiatres, de passage, qui venaient une fois par semaine. C'est un milieu un monde qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Je ne veux pas regarder les gens en mettant sur eux une étiquette schizophrène, psychotique. Non, je crois que je veux regarder les personnes, tout simplement, et les accompagner. J'ai appris dans ce milieu à être dans une écoute active, à être là, tout simplement, une présence. Et qui était là pour vous lorsque vous aussi, par exemple, vous n'étiez pas bien? Quand j'étais enfant? Ou enfant oui. Ou adulte? Enfant. Pendant que vous étiez, par exemple, infirmière en psychiatrie, à un moment, on a besoin de parler, de se libérer de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Eh bien, j'étais avec mes personnages. L'écriture a longtemps été pour moi une consolation.
Et j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans, raconter des histoires, parce que j'étais dans une solitude, même si j'avais 6 frères et sœurs. J'étais dans une incompréhension du monde, parce que mes parents vénéraient la France, le général de Gaulle. Et moi, dans la cour de l'école, les enfants étaient racistes. Ils me disaient de retourner en Afrique, dans ma case en paille. Et j'étais seule, je n'avais pas d'amis. Et l'écriture s'est présentée à moi comme une bouée de sauvetage. Et j'ai écrit, j'ai ri avec mes personnages. Je les vois s'incarner sous ma plume. Je les aime. Ils vont m'accompagner pendant tout le temps de l'écriture. C'est vraiment une façon de s'évader, de se soigner, de se consoler, de se réinventer, et puis de mesurer la puissance que nous, les êtres humains, nous avons en nous, la puissance de création. Inventer des mondes, des personnages, des familles, et puis aller à l'envers de ce que l'on voit, ça me passionne. Je suis dans une grande sérénité aujourd'hui, dans la vie. Je vis à Marie-Galante. J'ai choisi cette terre et je crois qu'elle m'a choisi aussi. Et Paris ne vous manque pas? Paris ne me manque pas. J'y viens de temps en temps, et puis je voyage beaucoup avec mes livres, grâce à mes livres, grâce à mes personnages, grâce à mes histoires. Mes livres sont traduits aux États-Unis, en Allemagne, enfin dans de nombreux pays, et je suis invitée pour parler de la Guadeloupe, pour parler de ces petites terres des Caraïbes. Merci beaucoup, Gisèle Pineau. Nous allons passer, hélas, à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Alors, Gisèle Pineau, votre coup de cœur, le livre qui vous a ému, bouleversé, ou alors est-ce votre livre de chevet? Allez-y, je vous écoute. Mes livres, il y en a beaucoup, beaucoup. Bien sûr, je suis une grande lectrice de mes consoeurs, Maryse Condé, Simone Schwarzbach. Mais mon coup de cœur va aujourd'hui à Toni Morrison. Pour son livre particulièrement pour ce livre, Jazz. J'ai lu ce livre 4 ou 5 fois. J'étais bouleversée, chamboulée par cette écriture qui est puissante, qui dit avec passion et férocité à la fois la vie des Africains américains, qui dit l'humanité, qui dit la douleur d'une femme qui voit son homme partir et trouver son plaisir dans les bras d'une autre femme plus jeune. Une femme qui se regarde et qui regarde aussi son vieil époux qui perd la tête et qui va passer du bon temps avec cette jeune femme. J'ai beaucoup aimé ce livre, Jazz, où notamment il y a la scène à l'église, à l'enterrement de la jeune, où elle va tenter de la tuer une seconde fois, plantant un couteau comme ça, et puis partir dans les rues avec son désespoir. C'est un livre merveilleux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre coup de cœur, Jazz, de Toni Morrison. Et puis, vous êtes venu nous voir avec plaisir. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour Le Parfum des Sirènes, voilà, paru chez Mercure de France. Merci beaucoup, Gisèle Pineau. Merci beaucoup, Patricia. Merci. En tout cas, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, comme d'habitude, bourré de talent. Merci de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.